Mes parents n'ont pas crié, ils ne se sont pas disputés, et ils n'avaient même pas l'air honteux. Ils se sont simplement assis en face de moi et m'ont annoncé calmement qu'ils allaient augmenter mon loyer, à moins que je ne devienne la nounou bénévole de ma sœur. 4 heures tous les soirs, 2 week-ends par mois. Ils appelaient ça aider la famille. Moi, j'appelais ça par son vrai nom, du chantage déguisé en obligation morale. La plupart des gens s'effondrent quand leurs propres parents les acculent de cette façon. Mais moi, quelque chose en moi s'est cristallisé à ce moment-là. Quelque chose de silencieux, de froid et de définitif. Ils pensaient que je plierais, comme je l'avais toujours fait. Ils n'avaient aucune idée que je préparais déjà ma sortie, ni de ce que j'avais découvert la veille. Je m'appelle Chloé Bernard, et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai cru avoir mis assez de distance entre ma famille et moi pour pouvoir respirer. Pas une évasion totale, juste assez d'espace pour sentir que mes choix m'appartenaient. Il y a 6 ans, quand j'ai emménagé dans ce petit appartement que mes parents possédaient dans les Yvelines, en banlieue parisienne, cela semblait être une solution pratique, un loyer abordable, proche de mon travail à la Défense, mon petit coin de tranquillité. Je l'avais meublé pièce par pièce, un fauteuil de lecture près de la fenêtre, un tapis moelleux pour lequel j'avais économisé, et ce miroir ancien déniché dans une brocante le dimanche. Ce n'était pas le grand luxe, mais c'était chez moi. Du moins, c'est ce que je croyais. En grandissant, ma famille s'est toujours présentée comme chaleureuse et fonctionnelle, des photos de vacances alignées dans le couloir, des pulls assortis à Noël. Ma mère insistait toujours sur le fait que la tradition importait plus que le confort. Mais sous cette image soignée vivait une hiérarchie tacite. Sandrine, ma sœur aînée, était celle vers qui la gravité semblait converger, celle qui avait besoin de plus de soutien, de plus d'attention, de plus de compréhension. Quand elle a épousé Étienne et a eu ses 3 enfants Léa, Lucas et le bébé Héloïse, toute la maison s'est réorganisée autour de sa vie comme des planètes autour du soleil. Je ne lui en voulais pas. Pas vraiment. J'avais juste appris très tôt que dans notre famille, c'était moi la fille, capable, celle qui devait s'adapter, faire des compromis, tout absorber. Si Sandrine avait besoin d'aide, je la donnais. Si mes parents avaient besoin d'un service, je m'organisais. Si une limite me mettait mal à l'aise, je prenais sur moi. C'était plus simple comme ça. Mais le problème, quand on prend trop sur soi pendant trop longtemps, c'est qu'on finit par s'étouffer. Dans les semaines précédant cette réunion de famille, j'avais senti un changement, une certaine urgence dans les messages de ma mère, la façon dont elle insistait sur la responsabilité familiale au détour d'une conversation. Sandrine semblait épuisée à chaque fois qu'on se parlait. Sa voix était filiforme quand elle évoquait ses nuits sans sommeil et les voyages d'affaires d'Étienne. Pourtant, je n'imaginais pas qu'il s'apprêtait à me tirer de force dans ce champ gravitationnel dont j'avais mis des années à m'éloigner. Mon travail, ordinaire selon certains standards, mais durement gagné selon les miens, semblait enfin stable. J'avais gravi les échelons à force d'heures supplémentaires, de clients difficiles et de rapports interminables pour devenir l'analyste financière que j'étais fière d'être. Je n'étais pas riche, mais j'étais stable, indépendante, sur la bonne voie, et cela comptait plus que tout pour moi. Alors, quand l'email intitulé « Réunion de famille obligatoire » est arrivé, j'ai supposé que c'était encore une des tentatives dramatiques de ma mère pour nous réunir autour d'une futilité, comme la fois où nous avions débattu de la couleur des placards de la cuisine pendant 45 minutes. Je ne savais pas, en entrant dans cette maison, que tout ce que je pensais être à moi mon espace, mes projets, ma paix allait être utilisé contre moi. À la seconde où je suis entrée dans le salon de mes parents, j'ai su que quelque chose clochait. Mon père faisait les 100 pas près de la cheminée, les mains jointes dans le dos, comme il le faisait avant d'annoncer une mauvaise nouvelle. Ma mère était assise parfaitement droite au bord du canapé, les chevilles croisées, les lèvres pincées. Sandrine était dans le fauteuil, tournant son alliance autour de son doigt, une habitude qu'elle avait depuis le lycée dès qu'elle se sentait coupable ou dépassée. « Tu es en retard », a dit ma mère dès que je suis entrée. « Il est 11h58, ai-je répondu. La réunion était à midi. Elle a balayé mes mots de la main, comme si le temps lui-même devait se plier à ses attentes. Mon père a désigné la banquette. « Assieds-toi. Il faut qu'on parle. » La pièce semblait lourde. Le genre de silence qui vous donne la chair de poule. Je me suis assise, posant mon sac à main près de moi,
attendant le début de la représentation. Sandrine ne levait pas les yeux. C'était le premier signal d'alarme. Ma mère a pris une grande inspiration. Ta sœur a besoin d'aide. Les épaules de Sandrine se sont tendues. Je me noie, Chloé, a-t-elle chuchoté. Étienne est tout le temps parti. Les enfants. C'est juste trop. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. De quel genre d'aide parle-t-on? Mon père est intervenu. En tant que famille, nous nous soutenons les uns les autres. Ta mère et moi pensons que la meilleure solution est que tu prennes plus de responsabilité vis-à-vis de tes nièces et de ton neveu. Responsabilité, ai-je répété. Ma mère s'est penchée en avant, sortant une feuille de papier pliée de la table basse comme si elle avait passé des heures à la préparer. Un emploi du temps simple, a-t-elle dit. Juste le temps que les choses se calment. Elle l'a lu à voix haute comme un contrat. Aller chercher Léa à l'école à 16h30. Récupérer Lucas à la crèche à 16h45. Les ramener à la maison. Superviser les devoirs. Préparer le dîner. Rester jusqu'au retour d'Étienne, généralement vers 19h30. Et nous aurons besoin de toi au moins 2 week-ends par mois pour un soutien toute la journée. Ma bouche est devenue sèche. Vous me demandez de faire du babysitting tous les jours? La voix de mon père s'est durcie. Nous préférons le terme aider la famille, point. Je travaille jusqu'à 18h la plupart du temps, ai-je dit. Parfois plus tard. Tu peux t'arranger, a-t-il répondu simplement. Ton travail ne devrait pas passer avant la famille. Et voilà. Le mépris, la minimisation de tout ce que j'avais construit, de tout ce que j'avais sacrifié. Et si je ne m'arrange pas, ai-je demandé doucement. Mes parents ont échangé un regard entendu. Ma mère a croisé les mains sur ses genoux. Alors nous devrons reconsidérer ton loyer actuel. 800 €, c'est bien en dessous du prix du marché. Si tu refuses d'aider, nous l'augmenterons à un prix juste. Mon estomac s'est noué. Vous me menacez d'augmenter mon loyer à moins que je ne devienne la nounou gratuite de Sandrine? Ma mère n'a même pas scié. Nous te demandons de contribuer. Si tu ne veux pas, alors oui, ton loyer reflétera les tarifs du marché. Sandrine a enfin levé les yeux, le regard implorant, j'ai vraiment besoin de toi. Et quelque chose en moi a craqué. Pas bruyamment, pas de manière dramatique. Juste doucement, comme un fil trop tendu depuis trop longtemps. Je me suis levée. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Mon père a secoué la tête. Il nous faut une réponse aujourd'hui. Vous l'aurez, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Mais ce ne serait pas celle qu'ils attendaient. Dès que je suis rentrée dans mon appartement, j'ai fermé la porte et je me suis appuyée contre elle, laissant le silence m'envelopper. Les voix de mes parents résonnaient encore dans ma tête, calmes, certaines, pleines de ce sentiment de droit inné, comme s'ils avaient déjà décidé de ma vie à ma place. Pendant quelques minutes, je suis restée là, à fixer les formes familières de mon salon. Le tapis doux, le fauteuil près de la fenêtre, le miroir qui captait la lumière de fin d'après-midi. Toutes ces petites choses que j'avais choisies avec soin en croyant qu'elles m'appartenaient. Maintenant, je savais qu'elles n'étaient qu'un moyen de pression. Pas de la stabilité, pas du soutien. Un levier. Cette réalisation me brûlait. Je me suis assise à mon bureau et j'ai sorti mon bail locatif. Je l'avais signé des années auparavant sans trop y penser, persuadée que mes parents n'utiliseraient jamais ce document contre moi. Mais en relisant chaque ligne, les battements de mon cœur sont passés de la panique à quelque chose de plus lent, de plus froid. Ils ne pouvaient pas augmenter le loyer immédiatement. Selon la loi française, l'augmentation est encadrée et ne peut dépasser l'indice de référence des loyers. Ils étaient légalement tenus de respecter un préavis. Chaque menace proférée dans ce salon était du bluff. La colère qui m'a envahie alors n'était pas explosive. Elle était clarifiante, précise, contrôlée, le genre d'émotion qui donne soudainement un sens à tout. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des appartements. En quelques heures, une alerte immobilière m'a envoyé des annonces dans mon budget. Dès le lendemain matin, j'avais posé 3 jours de congé et programmé des visites. Le mercredi après-midi, j'ai trouvé un appartement style industriel rénové à 20 minutes de là,
avec des murs en briques apparentes et de grandes fenêtres, un espace qui semblait honnête, vierge de toute attente familiale. J'ai déposé mon dossier sur le champ. Le jeudi matin, mon dossier était accepté. Je n'ai rien dit à personne, pas un mot. Le jeudi soir, j'ai commencé à faire mes cartons. J'ai travaillé méthodiquement, pièce par pièce, pliant mes vêtements en silence, emballant la vaisselle dans du papier journal, étiquetant les boîtes avec une écriture calme. L'appartement se transformait lentement en une coquille semi-vide. Plus j'emballais, plus j'avais l'impression de récupérer quelque chose que je n'avais pas réalisé avoir perdu. Le vendredi, j'ai rédigé ma lettre de préavis, exactement comme le bail l'exigeait. Pas d'émotion, pas d'explication, juste les faits. Je l'ai imprimée, signée, glissée dans une enveloppe et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le samedi matin, les déménageurs sont arrivés à leur pile. La pluie tapotait doucement contre les vitres alors qu'il emportait mes meubles, mes livres, ma décoration soigneusement choisie. J'ai traversé l'appartement une dernière fois, nettoyant les plans de travail, lissant les plis du couvre-lit, m'assurant que tout était impeccable. Si mes parents voulaient utiliser cet espace comme une arme, ils n'auraient pas la moindre excuse pour dire que je l'avais laissé en désordre. Quand le dernier carton a été chargé, j'ai posé les clés sur le comptoir, je suis sortie, j'ai claqué la porte et j'ai glissé le double des clés dans la fente de la boîte aux lettres. Le temps que mes parents réalisent ce qui se passait, j'étais déjà partie. Mon téléphone s'est allumé avant même que j'aie fini de déballer mon premier carton dans le nouvel appartement. 10 appels manqués, puis 16, puis 23. Les icônes de la messagerie vocale s'empilaient comme des panneaux d'avertissement. Je n'ai pas écouté. Je n'avais pas besoin d'entendre la panique hachée de ma mère ou la colère de mon père déguisé en autorité pour savoir ce qu'ils disaient. Ils étaient allés à l'appartement. Ils l'avaient trouvé vide et maintenant, ils paniquaient. Le dimanche après-midi, j'avais bloqué leur numéro. Le silence qui a suivi n'était pas paisible, pas encore, mais il était à moi. Le mardi matin, une lettre recommandée est arrivée à mon bureau. Ils avaient retrouvé mon lieu de travail. Ma poitrine s'est serrée en l'ouvrant, m'attendant à moitié à des menaces, à moitié à de la culpabilité. C'étaient les deux. Une exigence de retour immédiat au domicile familial pour discuter de la situation, suivie d'une déclaration vague sur des mesures juridiques nécessaires si je ne répondais pas. J'ai apporté la lettre directement au cabinet de maître Richard Collin. Il l'a lue une fois, a soupiré, puis l'a relue plus lentement, comme le font les avocats quand quelque chose est à la fois ridicule et prévisible. Ils n'ont aucun dossier, a-t-il dit. Je m'en doutais, mais ils montent en pression, alors nous allons répondre. Sa lettre est partie 2 jours plus tard, un avertissement parfaitement mesuré indiquant que toute communication devait passer par lui, que toute tentative de harcèlement ou de représailles serait documentée, et qu'aucune réclamation légale contre moi n'était fondée. Et juste comme ça, les appels ont cessé. Le silence, cette fois, semblait différent. Ce n'était pas le mien, c'était le leur. Mais le chaos trouve toujours un moyen de s'infiltrer par les fissures. 1 semaine et demie plus tard, ma tante Véronique a appelé. J'ai fixé l'écran un long moment avant de répondre. Ils perdent les pédales, a-t-elle dit avant même que je puisse parler. Ta mère est furieuse. Ton père est. Je ne sais pas, embarrassé, confus. Les deux. Je n'ai rien dit. Je ne lui devais aucune justification. Ils ont engagé une nounou, a-t-elle ajouté doucement. Ça leur coûte une fortune. Et voilà. Le chaos, la conséquence. Pourtant, l'histoire n'était pas finie. 2 semaines plus tard, maître Collin m'a convoqué à son bureau. Vos parents ont demandé une séance de médiation, a-t-il dit. Il semblerait qu'ils aient aussi pris un avocat. Bien sûr. Mes parents étaient du genre à détester perdre plus qu'ils ne valoraient le fait d'avoir raison. J'aurais pu refuser, mais une partie de moi voulait que tout soit acté. Je voulais que la vérité soit exposée, pas seulement dans ma mémoire, mais dans une pièce où personne ne pourrait la réécrire plus tard. La médiation a été programmée par une froide matinée de novembre dans un centre d'affaires près du centre-ville. Je suis arrivée tôt, vêtue d'un tailleur bleu marine, les cheveux tirés en arrière, les mains stables. Richard marchait à mes côtés avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui avait géré des conflits familiaux bien plus laids.
À l'intérieur, mes parents étaient assis d'un côté d'une longue table, leur avocate, maître Patricia Vignon, à leur côté. Le visage de ma mère était pâle. La mâchoire de mon père était crispée. Aucun des deux ne m'a regardé. Le médiateur, un homme plus âgé nommé Monsieur Daniel Hugues, s'est éclairci la voix et a expliqué les règles. Pas d'interruption, un langage respectueux. Tout le monde aurait le temps de parler. Mon père s'est lancé le premier. Nous sommes ici parce que notre famille a été fracturée par un malentendu. Un rire est monté dans ma gorge, sec et sans humour, mais je l'ai ravalé. Ma mère a essayé d'adoucir le ton. Nous avons simplement demandé à Chloé de soutenir sa sœur pendant une période difficile. Nous ne nous attendions pas à ce qu'elle prenne la fuite. Prendre la fuite, ai-je répété. J'ai suivi les termes légaux de mon bail et j'ai déménagé dans un nouvel appartement. Nous offrions un logement abordable, a claqué mon père. Et en retour, l'ai-je coupé, vous avez menacé d'augmenter mon loyer à moins que je ne devienne la nounou non rémunérée de ma sœur. Maître Vignon s'est avancé. Mes clients regrettent la façon dont cette conversation a été perçue. Non, ai-je dit, ne réécrivons pas l'histoire. Ils ont prononcé les mots, augmenter ton loyer à moins que tu n'aides. Ils l'ont dit calmement, fièrement, comme si c'était raisonnable. Les épaules de ma mère se sont tendues. Nous essayons d'aider Sandrine. Et vous avez décidé que ma vie, mon temps, mon travail étaient négociables, pour que les siens ne le soient pas. Vous avez utilisé le loyer comme une arme. Vous avez utilisé l'appartement que j'entretenais et que je payais comme un levier. Vous ne m'avez pas demandé d'aider. Vous m'avez dit que je vous le devais. Le silence s'est répandu dans la pièce, épais et inconfortable. Même leur avocate semblait incertaine de la marche à suivre. Richard s'est penché en avant. Ma cliente est disposée à maintenir une relation, mais seulement si ses limites sont respectées. Pas de menaces financières, pas d'obligation de garde d'enfants, pas d'interférence avec son logement ou sa carrière. Le visage de mon père a rougi. C'est tout ? Vous vous attendez à ce qu'on accepte ces exigences ? J'ai soutenu son regard. Je m'attends à ce que vous acceptiez que je suis une adulte et que la coercition, ce n'est pas ça, la famille. Les yeux de ma mère se sont remplis d'un mélange de colère et d'orgueil blessé. On voulait juste que tu sois à la maison. Il ne s'agissait pas de la maison, ai-je dit doucement. Il s'agissait de contrôle. Monsieur Hugues est intervenu gentiment. Concentrons-nous sur une résolution possible. Il a fallu encore 30 minutes d'échange, mes parents oscillant entre attitude défensive, justification et reconnaissance réticente, mais finalement, ils ont accepté. Ils respecteraient mes limites. Ils cesseraient d'utiliser l'argent comme levier. Ils ne me mettraient plus la pression pour la garde des enfants. Et tout problème futur serait abordé avec consentement, et non par attente implicite. L'avocate a rédigé un court mémorandum. Nous l'avons tous signé. Ce n'était pas juridiquement contraignant au sens strict, mais c'était une trace, une ligne tracée à l'encre. Alors que nous rassemblions nos affaires, ma mère m'a enfin regardé. Vraiment regardé. Sa voix s'est brisée. Je n'avais pas réalisé que tu te sentais piégé. Tu n'avais pas besoin de le réaliser, ai-je répondu. Je te l'ai dit pendant des années, de 100 façons différentes. Tu n'as simplement jamais écouté. Mon père a parlé en dernier. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? J'ai pris une lente inspiration. Maintenant, vous gérez le chaos que vous avez créé. Et moi, je vis ma vie. Richard a posé une main sur mon bras, me guidant vers la porte. Le couloir à l'extérieur était calme, mais mon rythme cardiaque se stabilisait à chaque pas. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était pas une vengeance. C'était une reconquête. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement, indéniablement libre. Le premier matin dans mon nouvel appartement a semblé presque irréel. La lumière du soleil se déversait par les grandes fenêtres, réchauffant les briques apparentes, captant la vapeur de mon café. Pour la première fois depuis des semaines, mes épaules n'étaient pas tendues. Personne n'attendait que je répare sa vie. Personne ne chronométrait mon passage de la porte. Le silence ne semblait plus lourd. Il semblait mérité. Le travail a repris son propre rythme.
Sans ce bras de fer émotionnel constant, ma concentration s'est aiguisée. Mon manager a même remarqué que j'avais l'air plus légère, ce qui m'a fait rire parce que je comprenais enfin ce que signifiait ne pas porter les attentes de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, les conséquences de l'ultimatum de ma famille sont retombées exactement là où elles devaient être. Sandrine a engagé une nounou à plein temps, quelqu'un de qualifié, quelqu'un payé au juste prix. Mes parents ont aidé à couvrir les coûts, ce qui, selon ma tante Véronique, est devenu un rappel mensuel du moment où ils avaient poussé le bouchon trop loin. Je n'ai pas jubilé, même pas en privé. Mais il y avait une certaine symétrie poétique à les regarder absorber la responsabilité qu'ils avaient essayé de décharger sur moi. Quand j'ai finalement revu Sandrine pour un café, la conversation a semblé humaine à nouveau. Pas de manipulation, pas de désespoir, juste deux sœurs essayant de reconstruire quelque chose d'honnête. Je ne me suis pas proposée pour faire du babysitting. Elle n'a pas demandé, et cela seul montrait à quel point les choses avaient changé. Le dîner avec mes parents a eu lieu des semaines plus tard dans un restaurant neutre. C'était maladroit au début, mais civil, prudent, presque fragile. Ils m'ont posé des questions sur mon nouvel appartement, mon travail, ma routine. J'ai répondu, mais avec l'assurance de quelqu'un qui comprenait enfin sa propre valeur. Notre relation n'était pas guérie. Pas complètement. Peut-être qu'elle ne le sera jamais. Mais elle n'était plus construite sur l'obligation. Et c'était suffisant. Avec le recul, disparaître n'était pas un acte de rébellion. C'était un acte de survie. Poser des limites n'a pas détruit ma famille. Cela a révélé ce qui était déjà brisé et ce qui pouvait enfin être reconstruit. J'ai appris que l'amour sans respect